Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17, c'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là, merci à ceux qui partagent. Donc merci. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les H1, H2, H3 là, pour dire histoire 2, H1, bien H2, ça veut dire histoire 2, H3, histoire 3, pour dire voilà, fais comme ça, fais comme ça. Et sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Faites-le en commentaire, sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir à BMG. Voilà, je suis Ivoirienne, je vis dans un pays X. Voilà, donc excusez-moi, je ne maîtrise pas bien français. J'ai grandi ici, donc je me suis mariée ici, je suis venue ici avec ma nièce. Ma nièce a croisé un grand type de ces pays, là où on vit. Ils ont fait deux gosses avec ma nièce, mais il n'a jamais épousé ma nièce. Malgré les parents disaient que non, voilà et tout, il faut que le gars vienne se présenter et tout et tout et tout. Mais le monsieur n'a jamais mis le pied. Non, il ne voulait pas au début, quoi. Il ne voulait pas au début de venir. Donc, il a fait deux gosses avec ma nièce. C'est un grand type, il donnait tout à ma nièce. Donc, elle était vraiment en haut. Maintenant, la femme de la maison, elle a su que son mari, il a une relation dehors. Du coup, il dit au mari que non, je ne peux pas habiter seul, je ne peux pas faire le travail seul. De temps que tous nos enfants sont en Europe, comme tu as une copine dehors, c'est mieux que tu parles l'épouser, comme ça elle va venir habiter avec nous. Le gars n'a pas hésité, il était d'accord. Le monsieur est venu, on a fait la coutume, mais c'était un truc en huis clos. Ils ont fait la coutume et tout. La dame a refusé qu'on fait l'état civil. On s'est arrêté à la coutume. Ma nièce est partie vivre avec la femme de monsieur et les messieurs en question. Donc, elle vivait avec le monsieur, la dame et les deux enfants en question. Elle a fait que deux garçons. Quand elle vivait là-bas, elle a envoyé de l'argent, même au pays, même ici, là on habite, elle nous a envoyé là. En fait, elle était en haut, le monsieur l'avait mis vraiment, vraiment en haut. Du coup, la femme de la maison a dit à son mari que ah, le travail que je fais, je ne peux pas faire ça seule. Il faut que ma co-épouse aussi, elle m'aide aussi. Le mari a dit, il n'y a pas de souci, je vais travailler avec elle, je vais parler avec elle comme ça. Vous allez commencer à travailler ensemble. La femme a dit, il n'y a pas de souci. Le monsieur a parlé maintenant avec ma nièce en question. Voilà, il y a ta rivale qui a dit, voilà, 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 voilà. Bon, quand elle était une maman, hein, en tout cas, elle était vraiment, elle pouvait même accoucher ma nièce. Elle a dit, il n'y a pas de souci, si pour l'avancement de notre foyer, pour l'avancement de nos enfants, la famille et tout, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Maman, ça arrivait, elle a dit, il n'y a pas de souci. Ok, comme ça, demain soir, comme ils ont construit deux maisons, chacun sa cour. Hein. Elle dit à la femme que demain matin, comme ça, non, demain soir, vers 23h, je vais te chercher, on va aller au travail. Ma nièce a dit, il n'y a pas de souci. Comme elle a aménagé, elle peut rester avec les enfants et tout, on va aller, il n'y a pas de problème. 23h a sonné. Ils ont pris la voiture, elle-même, la dame était au volant et ma nièce en question. Ils sont partis dans le supermarché, que je vais taire le nom. Ils ont parti au supermarché et pourtant à l'heure là, vous êtes tardif, tous les supermarchés sont fermés. Le gardien a ouvert la porte, il y avait une caissière. Ils sont partis, ils ont pris les couches des bébés, donc tout ce qui concerne l'enfant, un bébé. Les couches, les lingettes, le lait, en tout cas tout ce qui concerne un nouveau-né ou bien un bébé. Ils ont pris avec les chassés poubelles. Ils ont monté, ils sont partis. Loin de la route, ils ont vraiment laissé la ville, ils sont partis. Elle m'a dit qu'elle a vu une grande maison et tout ça là.
La dame a sonné, le gardien est venu, il a ouvert la porte, le portail, ils ont rentré et tout. Elle a dit, non, si tu vas à la grande maison de ma tante, tu ne peux pas. Voilà, comme ils ont commencé à monter, tellement qu'il y avait trop les escaliers, les étages en fait. Je ne sais même pas comment on dit si c'est l'escalier, mais c'est moqué pas de moi, s'il vous plaît. Ils sont partis, ils ont regardé, la maison était bien équipée, bien équipée. Maintenant, au fur et à mesure que ça, ils avançaient, en haut, ils avançaient, ils montaient, elle comprenait un son d'un bébé qui pleurait. Elle se demandait, Madame, maman, pourquoi là, un enfant pleure? La maman ne répondait pas, elle ne parlait plus. Seulement, suis-moi. Ils sont arrivés là où elle a dit qu'elle avait une lit de 3 places. Ils ont posé l'enfant au milieu. Voilà comment la maman a pris le bébé en question. Elle a dit que tu suis ce que je fais. Maintenant, quand elle regarde bien l'enfant, l'enfant ressemblait à rien. Tantôt un animal, tantôt, en fait, une malformation. L'enfant n'était pas bien, en fait. La maman la faisait qu'essuyer, on essuyait le rhume, le vomi, tout, les caca, tout ce que l'enfant a fait. Donc, ils ont rempli. Maintenant, la maman, là, quand elle jetait la saleté là qu'elle faisait, elle dit à ma nièce que non, toi, tu ramasses ça, tu mets dans le châssis poubelle. Elle a dit que j'ai ramassé pendant 3 heures du temps. On avait 4 sacs poubelles là, le châssis là, 4 pleins. Elle a dit qu'elle ne laisse même pas un machin, comment dire, ils les jettent un traîneau au sol, là, tout ce qui est sale, met dedans. Ils ont changé les draps, ils ont maintenant bien posé l'enfant sur, comment dire, sur le lit. La fête est maintenant propre. Ils sont repartis à la maison. La dame a pris l'argent, elle a dit qu'elle est arrivée dans la maison là. C'est la première fois que la dame l'amène dans la chambre en question. Ils ont dans une chambre, il y avait que le noir, elle n'a rien vu. La maman a pris le sac, elle a dit au gardien de mettre ça. Le sac a fait 3 jours à l'intérieur. Quand il sort le sac, troisième jour est arrivé, il a payé le mari. Ah, voilà comment tous les sacs qu'elle a pris, les déchets là, c'était à l'argent. La dame a pris pour elle, le mari a pris pour elle. Ils ont envoyé pour les enfants qui sont étrangers. Elle aussi, elle a pris pour elle. Elle a envoyé aux parents au pays. Elle a fait les démarches tout ce qu'elle voulait faire. Maintenant, elle a fait ça avec la dame pendant 4 ou 5 fois. La dame me dit que non, maintenant, là, il faut maintenant que tu commences à partir seule. Mais quand elle me disait que quand elle voyait les bébés, elle avait peur. Elle a commencé maintenant à aller seule. Elle a fait ça 2 fois elle-même toute seule. Elle a vu que c'était pas bon. Elle a fait asseoir le mari. Ah, ça c'est que j'ai du travail et tout. Là, le mari dit que tu sais que chez nous ici, là, c'est plus les femmes qui travaillent. Moi, je suis dedans. Là où tu connais, là où tu attends que non, voilà, moi, depuis les gens que je te donnais, c'est ça là, c'est ma femme qui travaille ça, donc c'est ça. Le bébé là, c'est un bébé mystique et tout, il faut supporter et tout. Si tu pars, c'est le moment où tu dis ça à quelqu'un, tu seras folle, tu es obligé de supporter. Elle était obligée de garder le secret, mais elle ne vivait plus bien. Elle ne vivait plus bien, c'était pas vraiment ça. C'était pas ça, elle vivait maintenant dans la peur, qu'elle veut maintenant partir, elle ne veut plus. Vous savez que tu ne peux plus sortir ici, tu es déjà rentré dans mon camp, tu ne peux plus ressortir. Et tellement que le père n'aimait pas aussi le monsieur, elle ne pouvait pas aussi dire ça au père. Et nous aussi, on n'arrivait pas chez elle. C'est au téléphone et tout ça là qui ont parlé. Depuis qu'elle est partie vivre avec le monsieur, on n'arrivait pas, même quand on voyait le monsieur, il faisait un peu peur. Donc c'est un peu ça. Comme Dieu fait les choses, un jour, j'étais partie déposer les enfants à l'école, je croisais ma nièce bien sale. Attends, tu sors d'où comme ça? La voiture est où? Le chauffeur, les enfants sont où? Moi, je fuis là-bas. Comment ça? C'est là maintenant m'a raconté toute l'histoire que je vous ai racontée là. Là où je vous parle là, on ne connaît pas là où elle se trouve. Elle ne veut même pas nous dire là où elle se trouve. Elle nous connaît, elle ne veut pas nous dire. Donc, elle est maintenant partout. Donc, si elle peut même chercher, même l'argent de monsieur, elle ne peut même pas toucher. Même chez nous, elle ne peut pas arriver parce qu'elle dit que chez moi, le monsieur, elle connaît derrière la maison. Si elle arrive, parce que le monsieur, elle dit que si tu dis ça à quelqu'un, tu vas mourir. En tout cas, elle est devenue comme une folle. Une petite fille, elle est devenue comme une folle. Elle a même abandonné les enfants chez le monsieur. Les téléphones, tout. Donc, un bon matin, elle s'est réveillée. Quand elle a vu que le monsieur est sorti, la maman est partie aussi voir ses parents. Elle avait un mariage. Elle aussi, elle m'a dit au gardien que je arrive, je m'arrête là à côté. Avec la bouche sans confiance. Donc, quand elle est sortie là, jusqu'à aujourd'hui,
Elle dort maintenant partout. Elle est devenue comme une folle. Moi, quand tu parles avec elle, on me suit, on me fait ceci, on me fait cela. Donc, on ne connaît pas là où elle se trouve. Au début, on avait interdit la relation. Elle n'a pas voulu. Elle a suivi le monsieur. Là, je ne sais pas si elle est morte ou si elle est encore vivante ou je ne sais pas. Ça s'est passé depuis 2013 qu'elle a fui le monsieur en question. Donc, comme j'ai l'habitude d'écouter les histoires et tout, je me suis dit que je vais aussi partager ça avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté. Voilà, merci DMG pour ce mouvement. Ça nous édifie beaucoup. Et moi qui croyais que il y avait qu'au Congo qui se passait des trucs mystiques, mais en tout cas, c'est partout dans le monde. Vraiment, je suis du Congo Brazzaville et aujourd'hui, je viens avec ma propre histoire. Donc, ça se passe en 2017. Je viens d'avoir le bac et tout. Je vais à une université privée. Arrivée à l'université privée, je rencontre une fille, vraiment, on s'est lié d'amitié. Oh là là, on s'est vraiment lié d'amitié et tout. Elle était pieuse, calme et tout. Elle était pas trop dans les histoires bizarres. Elle était vierge, vraiment, on s'est vite lié d'amitié. Et elle priait, entre guillemets, hein. Donc je partais chez elle et tout et tout. Et tout, ils avaient une belle maison, une très belle maison et tout, en étage, tout ça, tout ça. Maintenant, moi, je lui demandais, ah, mais ton père, il fait quoi dans la vie? Oh non, mon père, il aide les gens, c'est-à-dire, si tu as une maladie, il va t'aider et tout. Mais il n'y a pas, y a rien de mystique dedans, quoi. Vraiment, il aide des gens, genre, praticien, mais dans le bon sens et tout et tout. Ah, d'accord, ok. J'ai pas voulu m'aventurer encore plus sur le sujet, c'est le métier du papa de mon ami, donc. Et un jour, j'avais les cheveux qui n'étaient pas propres. Je m'étais sale, je m'étais pas tressée. Maintenant, elle me dit, ah, tes cheveux sont sales et tout. J'ai dit, ah, j'ai pas l'argent pour me tresser, donc voilà. Elle a dit, ah, mais moi, j'ai mes vrais cheveux ici qui sont à la maison, je peux te prêter. Donc tu peux garder autant que tu veux, le moment que tu en auras plus besoin, tu viens me remettre. Je dis, ah, ok, merci, y a pas de problème. Mais vu que je savais que chez moi à la maison, c'était difficile que ces choses-là parce que non, ma copine m'a prêté, ou non, on m'a donné et tout et tout. Vraiment, je me suis dit, ah, comment je vais faire pour mener des vrais cheveux là à la maison. Après, j'ai codé à ma maman, ah, maman, il y a ma copine qui m'a donné les cheveux et tout et tout. Maman a dit, ah, avec ta grand-mère là, est-ce que ça va passer? C'est pas seulement dire que c'est ta copine, quoi. Dis seulement que tu as même acheté. Il fait, ok, d'accord. Après, bon, j'ai fait mes tresses. J'ai mis mes vrais cheveux sur la tête. Genre, j'ai mis ça aujourd'hui. Et dans la nuit, je rêve que il y a la prière. Parce que nous, on est vraiment une famille très chrétienne. Vraiment, on prie beaucoup. Après, je rêve que non, il y avait la prière à la maison et tout le monde devait se mettre à genoux. Et les autres membres de sa famille, le prient dessus et tout et tout. Arrivant à mon tour, dès qu'on m'impose la main pour la prière, je suis tombée. Transe dans le rêve. Après, la personne qui priait pour nous là a dit, demandez là où elle a eu le tissage, là où elle a eu les cheveux là, demandez-la où elle a eu cette traitement. Paf, je me suis revue Mélanie. Sixième sens, j'ai revu ma grand-mère et ma mère. J'ai dit expliqué, j'ai dit ah mamie, voilà les cheveux là, c'est ma copine qui m'a donné ça, mais regarde ce que j'ai rêvé et tout et tout et tout. Ma mère a dit voilà, quand on vous dit j'ai pas pour des copines, seulement comme ça. Tu prends, tu pries même pas dessus. Ta copine là, elle fait non. Ah, ma copine en plus elle prenne bien. Elle prenne bien. Son papa, il est comme ceci, comme cela, bon, pas vraiment praticien, mais à ça, il Sakabato, voilà. Chez nous ici, on dit à ça, Sakabato. Donc, ma mère a dit, demain, on va à l'église. Le lendemain, on est parti à l'église. Et tout, on explique au pasteur.
Le pasteur a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, la voix, on levait ça sur ma tête déjà. J'arrive au bureau du pasteur, d'accord. Il a dit d'accord, il n'y a pas vraiment pas prier. DMG. Dès que le pasteur essaie seulement de prier, il essaie de mettre la main sur moi, je tombe transe. Le pasteur sort au nom de Jésus. Prière, 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 prière. Amen, amen. Je me réveille de la transe. Le pasteur a dit, les cheveux là étaient trafiqués. C'était trafiqué. Ta copine là n'est pas simple. Son père l'utilise. Ta copine là n'est pas simple. Faut plus traîner avec elle. Et là où j'étais choquée. Je l'aimais tellement, la copine là. C'était la première fois de ma vie qu'une chose comme ça arrive avec une amie. Et j'étais choquée. Les cheveux là, le pasteur avait dit il faut brûler, ne la remets plus ça. Et du coup, DMG, jusqu'aujourd'hui, elle m'a jamais appelé pour me demander oh non, mais où sont mes trucs et tout. Jamais. Et l'amitié s'est arrêtée seulement le jour là. Donc, c'est pour dire que la famille, faites attention à vos amis. Il faut faire attention. Donc, une amie te donne quelque chose, pris dessus, son petit-fils, l'habit là, ou bien les cheveux, bien quoi, attention. Le dehors est trop mauvais, comme on dit. Il faut faire attention. Donc voilà, c'était mon histoire pour aujourd'hui. Je reviendrai aussi avec d'autres histoires, vraiment, il y en a beaucoup, surtout au Congo, ici, là, et dans mon ancien quartier où je vivais à Pointe-Noire, à Ngoyo. C'est grave. Donc merci vraiment de faire passer mon histoire. La famille, le slogan reste le même. Partagez, likez, commentez pour faire agrandir la famille et abonnez-vous. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonsoir la famille. Partagez, likez afin de sensibiliser plus de personnes. Je vais vous raconter une histoire. C'est ma soeur qui l'a vécue. Elle était étudiante. Elle habitait dans un campus de la capitale. Elle me dit, c'est comme ça qu'elle nous raconte. Un jour, elle était en ville. Elle allait faire les documents administratifs. Vers 14h, 15h, elle retournait déjà au campus parce qu'elle logeait au campus pour éviter les frais de déplacement. On habitait un peu loin et en étant sur place, le coût revenait moins cher par rapport à payer le taxi tous les jours, aller à l'école. C'est comme ça que elle était au centre-ville. Elle attend le taxi, il faisait chaud. Le soleil de 14h là. Elle propose le taxi, ne la prend pas. Elle propose le taxi, ne la prend pas. Elle était déjà découragée. C'est comme ça qu'une voiture s'arrête. Une grosse voiture s'arrête. Le monsieur propose de la déposer. Elle dit, elle perd quoi? Elle ne perd rien. C'est comme ça qu'elle monte. Quand elle monte dans la voiture, la clim d'abord la rafraîchit. Elle dit, mon Dieu, fait bon vivre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à papoter. De tout et de rien, il papote. Le monsieur roule. À une certaine distance, elle me dit, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Bon, c'était une grosse voiture, on suppose que c'était une voiture électronique. La boîte à gants s'est ouverte. Quand la boîte à gants s'ouvre, elle dit, elle n'avait jamais vu autant d'argent. L'argent s'est versé sur ses pieds, entre le levier de vitesse. Vous voyez un peu, tellement ça s'est ouvert avec brutalité que les liasses se sont éparpillées. Elle dit, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle s'est figée. Elle était assise. Tout ce qu'elle sait, c'est que ses lèvres bougeaient, mais elle-même, elle était comme hypnotisée. C'est comme ça que le monsieur a roulé, il gare. Quand il gare, il vient de son côté, il ouvre la porte, il commence à ramasser l'argent pour remettre dans la boîte à gants. Mais elle constate que le monsieur tremble. Tout ce qu'elle faisait, c'était tourner la tête. Et si le monsieur posait une question, elle répondait. C'est tout ce qu'elle faisait. Genre, comme l'argent était tombé un peu
là où elle était assise. Elle y soulevait simplement, elle s'inclinait un peu pour qu'il puisse enlever sa liasse de billets qui était coincée entre elle et puis le siège. Donc le monsieur s'est mis à ramasser son argent, remettre dans la boîte à gants. Après, elle commence à culpabiliser. Elle dit, ah, bon, je vais la nommer Régine. Ah, intérieurement, ah, Régine, est-ce que tes parents t'ont élevé comme ça? Comment l'argent du monsieur se verse? Tu ne prends même pas la peine de l'aider. Tu es assise, tu ne bouges pas. Tu aurais dû aider le monsieur à remettre l'argent dans la boîte à gants. Elle dit, mais elle ne sait pas pourquoi elle n'a pas bougé, même touché à une liasse. Sauf ce qui était tombé sur elle, m'a dit que toucher de ses mains pour remettre dans la boîte à gants, elle n'a rien touché. Le monsieur a ramassé son argent, il l'a remis dans la boîte à gants, il a fermé la boîte à gants, il est revenu prendre le volant. Elle dit, c'est après maintenant, elle se sent revenir en elle. Elle se sent revenir en elle. Elle constate que le monsieur tremble au volant. Il tremble. Elle-même me dit, oh, monsieur, vraiment, si vous trouvez que c'est loin là où je pars, le mieux c'est de me déposer ici, je vais me dépouiller. Le monsieur la guette. Il dit, non, 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 c'est bon, je vais vous déposer. Je vais vous déposer, ne vous inquiétez pas. Elle dit, oh. Ah, en tout cas, c'est comme ça que le monsieur, ils arrivent à destination. Le monsieur la dépose. Quand elle est descendue, j'ai dit le temps de remercier le monsieur. Il a démarré en trompe. Il est parti. Elle dit maintenant partir de là pour sa chambre. Elle dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu quoi? Qu'est-ce que l'homme là voulait me faire? Ou bien il a pris quelque chose en moi? En fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais compris ce que le monsieur voulait faire. Bon, moi je me dis, elle avait peut-être un esprit fort. C'est pourquoi le monsieur n'a pas pu prendre ou alors proposer de lui faire quelque chose. En fait, c'est ce que je retiens. Ok, merci. Likez, partagez et surtout bonne écoute. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. L'histoire que je vais vous raconter ici, c'est l'histoire de ma famille. L'histoire de ma tante décédée en 2013. En fait, en février 2013, cette dernière a perdu son mari. Un mois après l'enterrement de son mari, après avoir suivi les rites et traditions du veuvage, il fallait maintenant s'organiser pour le retrait de deuil. Et du coup, la famille avait décidé de l'amener sur Libreville parce que les vacances, en fait, toute la famille avait pour coutume de descendre en province pour les vacances et tout. Donc, pendant les vacances, on devait tout faire pour organiser la cérémonie de retrait de deuil. Déjà qu'elle n'était pas la seule qui avait porté le deuil de son défunt mari. C'est comme ça, elle est venue sur Libreville en mars 2013. Un mois après le décès de son mari. Quand elle arrive sur Libreville, 1 mois, 2 mois passent, elle se rend compte que les personnes qui l'ont fait venir sur Libreville, disons que c'était pour pouvoir mieux organiser, parce que là, pour le retrait de deuil, il y a beaucoup de choses qu'il faut acheter, telles que les habits, vous devez vous changer tout le temps et autres. Donc en venant, je dis, bon, vu qu'on m'appelle sur Libreville, ces personnes-là vont tout faire. Déjà, c'est quelqu'un qui a vécu au village, qui a grandi au village. Donc elle s'est dit que bon, comme ces personnes m'appellent, c'est que ils vont tout prendre en charge. Donc quand elle vient 1 mois, 2 mois passent, elle se rend compte que non, ce n'est pas vraiment ça. Du coup, elle s'est tissée d'amitié au quartier Bellevue avec des filles qui connaissaient bien, qui étaient douées dans la recherche d'un Nkumu. Et elle a grandi au village, donc dans le Nkumu, là, elle maîtrise le truc. Donc elle partait chercher le Nkumu au Cap Estérias, ici à Libreville. Déjà pour cet endroit, le Cap, en fait, pour beaucoup de personnes qui vivent ici au Gabon, à Libreville précisément, savent que le Cap, c'est un endroit très mystique et mythique en même temps. C'est un endroit où tous les francs-maçons, beaucoup de francs-maçons, ils vont pour faire des sacrifices. Les Nganga aussi vont là-bas pour faire des sacrifices. Même les pasteurs partent là-bas pour faire les baptêmes et autres. Donc, quand on fait les sacrifices, là, parfois, c'est des moutons, de l'argent. Donc, quand vous partez là-bas, facilement, vous pouvez ramasser de l'argent là-bas. Et
Il y a même des décès là-bas, des personnes qui se perdent au Cap. C'est un endroit, comme je disais, très mystique. C'est un lieu mystique. Tout le temps, c'était comme ça. Elle partait chercher le Nkomo avec les autres. Comme elle maîtrisait, parfois elle pouvait remplir un sac, 2 sacs et autres. Et à l'époque, en 2013, beaucoup de personnes ne connaissaient pas encore vraiment le Nkomo, n'étaient pas douées dans ça. Et elle venait du village, donc elle savait comment faire pour pouvoir mieux se procurer. Donc du coup, il avait beaucoup de personnes, beaucoup de clients, donc c'était avec ça qu'elle vivait. C'est comme ça, un mois avant, le mois d'août, où toute la famille devait descendre pour aller au village pour le retrait de deuil, il n'y avait toujours rien. Donc avec son argent qu'elle vendait un peu, elle mettait de côté, elle achetait des petits habits et tout, elle mettait à côté. C'est comme ça, un jour, ses amis sont venus, elles ont programmé aller au Cap pour cueillir le Nkomo. Et déjà, vous devez savoir que la cueillette du Nkomo, c'est pas vraiment tous en groupe. C'est vraiment pas en groupe dans une forêt, mais l'autre rentre là-bas, l'autre rentre là-bas. Chacun prend sa piste. Et elle, la piste où elle est partie, malheureusement, elle est tombée sur de l'argent. À côté, il y avait un mouton qu'on avait tué. Ça faisait peut-être au moins un mois parce que le mouton était déjà bien décomposé et il y avait de l'argent enterré. Donc quand elle arrive, elle se dit, non mais waouh, ça c'est un cadeau du ciel, comment j'ai pu? Qui ont pu abandonner cet argent comme ça là? Elle s'est assise, elle a pris le pagne qu'elle avait, elle a commencé à essuyer cet argent-là, elle essuyait, elle a mis dans son pagne, elle a noué le pagne. Elle a appelé les autres, non rentrons. Elle était revenue ce jour-là à 15 h. Donc quand elle arrive, elle a livré le Nkomo qu'elle avait cueilli avec cet argent, elle a mélangé. Elle est partie au marché. Elle a fait un grand marché, elle a acheté des trucs qui manquaient, elle a acheté les cartons de bois de sardines, le savon, beaucoup de choses, le vin aussi pour la cérémonie. Donc, dans la soirée, vers 22 h fait asseoir son grand frère qu'il avait amené sur Libreville pour leur dire que, écoutez, moi, je vais au village dans une semaine et je ne vais pas vous attendre pour enlever le deuil parce qu'il faut vraiment que je me débarrasse de ceci. À l'esprit de mon mari que je vois tout le temps, je ne peux pas. Donc, les parents se sont un peu opposés. Non, mais comment se fait-il que on a prévu partir dans un mois? Elle dit non, moi je dois partir. Et où je vais là, je vous vois bien que j'ai acheté mes choses parce qu'il faut que j'aille enlever le deuil que je porte. Les parents essaient de la faire revenir à la raison, mais elle avait déjà pris sa décision. Donc 2 jours après, vous savez que chez nous au Gabon, il y a beaucoup de rites. Il y a des personnes qui sont initiées, il y a beaucoup de rites tels que le Biti, le Ndiembe, le Lilombo. Donc on avait un oncle initié. Donc 2 jours après la scène, il vient en tremblant, il était en transe. Il dit, non mais Elodie, en fait j'ai vu notre mère qui m'a amené ton corps, elle pleurait, elle m'a dit que tu es morte, que tu as ramassé la mort. Elle dit non, comment ça j'ai ramassé la mort? Oui, j'ai vu maman qui est venue avec ton corps qui pleurait et il était vraiment en transe. Elle a nié l'affaire, oh, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas vrai. Le frère est parti. Dans la nuit maintenant, à 4 h du matin, elle se réveille en sursaut. Elle commence à gratter le corps. Non mais il y a quel problème? Il le corps me fait gratter, je vais me laver. Je vais aller aux toilettes, elle avait la diarrhée. Elle est partie aux toilettes. Donc quand elle y va, après déféquer, au moment de s'essuyer et tout, elle se rend compte qu'elle a l'abcès juste au niveau de l'anus. Mais comment ça tu as l'abcès? Oh oui, j'ai l'abcès. Le lendemain, on a dit que le lendemain, on verra si ça sera amené à l'hôpital. Vers 13 h, on l'a amené à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, on l'a hospitalisé à l'hôpital général. Dans la nuit, les boutons commençaient à sortir partout. Les plaies. Elle a fait 2 jours à l'hôpital. Après ces 2 jours-là, les plaies là commençaient à... comment dirais-je, le pus sortait. Le pus sortait des plaies dégagées. Et là, le même oncle est revenu. Ah, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous la vérité, il n'a pas voulu nous dire. Qu'elle avait eu à ramasser l'argent et que dans cet argent-là, c'est l'esprit de mort. Et c'est comme ça, en fait, que notre oncle, étant initié, il est parti prendre la dame qu'il avait initiée. C'est elle, maintenant, qui vient expliquer que votre fille a ramassé la mort. Parce que au Cap, c'est pas un endroit où tu vas aller, tu vas trouver une 50 à côté, à terre, et tu vas prendre, tu vas mettre dans tes poches. Non. Elle est partie. Elle a ramassé de l'argent. Après cela, elle a avoué, oui, si je meurs là,
C'est l'argent que j'ai ramassé. Effectivement, ce que ton ganga dit, c'est vrai, j'ai ramassé de l'argent au Cap. Au moins 3 heures après cela, elle a commencé à se décomposer et elle a rendu l'âme. C'était vraiment un choc terrible. Un choc terrible pour la famille parce qu'on n'en revenait pas. En peu de temps, en 5 jours après que l'événement s'était passé, elle a perdu la vie comme ça. Donc notre famille, autant que toi, on se méfie vraiment de cet endroit. C'est un endroit où on parle, même si c'est le million contre on sait que c'est la mort. Et c'est aussi pour sensibiliser beaucoup de mes frères et sœurs qui partent au Cap pour se laver ou pour se balader, faire quoi que ce soit et qui ne font pas attention. Vous ramassez de l'argent au Cap, vous ramassez, peu importe, même si c'est un bijou, ne prenez pas parce que beaucoup de personnes y vont là-bas pour faire des sacrifices. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut à tous tes abonnés, salut à tous ceux qui nous suivent. Donc, je suis venue raconter l'histoire d'un monsieur qui s'est déroulé dans ma ville. Le monsieur est devenu fou parce qu'il était trop têtu pour être conseillé, trop imbu de lui pour comprendre les choses, pour écouter d'autres personnes. Voilà, le monsieur, c'était un policier qui travaillait dans les frontières régionales, je vais dire comme ça. Dans les endroits où les policiers se placent souvent là pour contrôler. Voilà, les contrôles. Oui, ils contrôlent tout ce qui entre dans les régions et tout. Voilà, donc un jour, un monsieur arrive avec son camion. Les camions qui transportent souvent les nourritures là et tout pour aller des régions en région. Des fois, ça vient même du Tchad pour le Cameroun. Donc, les gros camions avec beaucoup de nourriture là. C'est comme ça que le camion arrive. Donc, le monsieur n'était pas en règle. Le policier lui demande donc de s'arrêter, qu'il ne part pas avec le camion et tout. Il va s'arrêter et tout. C'est comme ça donc que le chauffeur essaie de négocier un peu avec lui. Il refuse. Il appelle maintenant le propriétaire du camion. Le propriétaire du camion lui propose une somme d'argent. Bon, pour le Tchokono, vous connaissez un peu, voilà, ça se passe. Il propose une somme d'argent pour qu'il laisse son camion passer. Le gars refuse. Le gars lui donne un montant, bon, des millions en fait, que le monsieur devait lui donner. Le monsieur dit que bon, c'est trop exorbitant pour moi. Je ne peux pas te donner cette somme, mais je peux te donner telle somme. Donc c'était 1 million comme ça. Le monsieur dit non, que c'est trop petit. Il ne veut pas laisser. Le monsieur qui a le camion lui dit que bon, on va faire quelque chose. Donne-moi uniquement le camion, tout ce qui se trouve dans le camion là, je ne veux même pas. Mais mon camion m'a coûté très cher. Je ne peux pas le laisser comme ça. S'il te plaît, remets-moi mon camion en plus de l'argent que je veux te donner. Donc en plus des 1 million là, donne-moi seulement mon camion. Ce qu'il y a dans le camion là, ce n'est même pas un problème. Donne-moi seulement le camion. Le monsieur a dit nada. Tant qu'il ne lui donne pas la somme qu'il lui a demandé, il ne laisse pas son camion passer. Il ne lui donne pas son camion parce que son camion n'a pas toutes les pièces. C'est comme ça que d'autres gars essaient de causer avec le gars, non? Vu que bon, le gars se sent trop parce qu'il est chef, parce qu'il a le pouvoir. Vous connaissez un peu comment nos policiers là sont souvent ici. Ils n'aiment pas écouter. Lui, c'est souvent argent à terre, argent. Mais il a eu de gros yeux à ce niveau-là. Le monsieur supplie le gars, il supplie que donne-moi mon camion, je te donne l'argent. Le monsieur dit nada, je te donne pas. Le monsieur dit ok, comme tu insistes donc, tu vas voir. C'est comme ça que le gars finit de vendre ce qu'il y avait dans le camion. Il ne remet pas le camion au monsieur. Le gars, comme c'était un gars de frontière Nigeria, Cameroun. Comme ça que le gars descend lui au Nigeria, pas faire lui ces choses. Maintenant, c'est comme ça que le policier est devenu fou.
Bon, l'histoire n'est pas longue parce que le policier est fou. Maintenant, on le voit partout dans la ville. Quand vous venez même dans la ville ici, vous allez le voir, il a toujours son vélo en fait. Il parle seul, il raconte son histoire. Donc, c'est un peu marrant parce que c'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait du pouvoir. Ses enfants, ils sont là, ils sont dans les maisons qu'il a construites. Ils vivent de l'argent qu'il avait travaillé en fait, mais leur père est devenu fou. On fait tout, on le ramène à la maison, mais il fuit toujours pour aller se balader partout comme un fou. Donc, bref, l'histoire, c'est pour dire aux gens que bon, moi personnellement, je ne suis pas pour le fait de prendre de l'argent aux gens alors que ton travail, c'est de faire quelque chose. Même si tu arrives à le faire, sois quand même raisonnable. Pense quand même que ce que tu fais là, c'est son gagne-pain que tu es en train de jouer avec. Donc, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Donc, quand vous travaillez, faites bien votre travail et surtout, évitez de vous créer des ennuis. Parce que comme vous faites votre travail là, c'est comme ça que les autres aussi gagnent leur vie avec ce que vous voyez. Donc, écoutez aussi souvent les conseils. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Je suis encore revenue, salut DMG, salut tout le monde, likons, partageons. C'est toujours à partir de la RDC, dans la ville de Kinshasa. Je vais encore raconter une histoire qui m'est arrivée, une histoire qui m'a choquée, qui lorsque je la partage aussi avec d'autres personnes, ils s'étonnent, ils s'en reviennent pas. Ainsi, j'ai résolu aussi d'en parler avec vous, afin que nous puissions comprendre et éviter les engins du diable, le piège de l'ennemi, quoi. Alors, je suis une fille qui a grandi dans une grande famille, vraiment, j'ai été combattue toute ma vie par le monde des ténèbres. Mon père avait beaucoup d'argent à l'époque, paix à son âme. Et comme vous le savez bien, c'est chez les Africains, lorsque quelqu'un a de moyens, il y a des gens qui viennent du village, qui répartent, et bien voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis chantre, je suis musicienne. Dans mon église, mon pasteur m'avait offert un téléphone. Je l'ai utilisé. Après quelques temps, on me l'a piqué. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à mes parents que voilà, j'ai perdu mon téléphone, on me l'a volé. Et ma mère, émue de compassion, elle m'a fait cadeau de son téléphone à elle. Elle a sorti les SIM, elle a dit tu prends alors celui-ci, tu vas utiliser jusqu'à ce que tu auras le tien. Et nous avions une tante qui revenait du village, elle était venue là, elle était chez nous. Elle a dit, moi j'ai un téléphone de double SIM, alors je n'utilise qu'une seule SIM, je t'offre l'autre SIM là, tu prends, tu pourras utiliser au lieu d'en acheter une autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser cela. Comme d'habitude, dans ma carrière musicale, on m'invite un peu partout dans des églises pour aller chanter, et bien voilà. Il est arrivé qu'une église m'a invité, je devrais aller chanter là-bas. Ils avaient une série de prières, une convention qui devait faire 2 semaines. Alors, la pasteur, dont c'est une femme, elle a trouvé, parce que ma maison, vraiment, nous étions vraiment loin de l'église, c'était vraiment une longue distance. Et c'est comme ça qu'elle a résolu de venir voir mes parents pour leur demander que je sois sur place chez elle jusqu'à ce que la convention prendra fin. Afin d'éviter le retard et autres, je devrais être là à temps avec le musicien de son église. Mes parents ont accordé, ils ont accepté. Je suis allée chez la maman pasteur, là, je restais chez elle. Qu'est-ce qui est arrivé au cours de la convention? Un jour, ils reçoivent un message de la part du Seigneur et que j'étais dérangée, j'étais menacée par un esprit de mort. Ils devraient prier pour moi intensement. Et c'est comme ça, après culte, ils ont commencé à prier pour moi. C'était une grande délivrance. Je suis tombée, c'était comme ça. Vous savez comment ça se passe. Après la délivrance, j'étais vraiment fatiguée. Je leur ai demandé de passer une nuit sur place à l'église parce que je ne pouvais pas marcher. Comme à l'église, il y avait beaucoup de gens qui venaient, ils revenaient, ils étaient là installés à l'église,
Et compte tenu aussi de transport et autres, il restait sur place pour être là pendant 14 jours. Alors je dis, bon, ça ne pouvait pas me gêner parce qu'il y avait d'autres personnes là que je passe nuit sur place. Ils m'ont accordé, et ils ont apprêté une place et je dormais. J'avais mon sac, j'avais de l'argent à l'intérieur et le téléphone en question. Et ce qui est arrivé, le matin, je me réveille, je tiens mon sac, j'ouvre, je ne retrouve pas mon téléphone. Cependant, il y avait de l'argent, le sac était là, l'argent était là, mais le téléphone n'était pas là. J'ai alerté les serviteurs qui étaient sur place. Je leur ai dit, voilà, je remarquais que j'ai perdu mon téléphone. Ils ont dit, comment est-ce possible? Tout le monde a des sacs ici. Et en plus de cela, tu as ton sac. Comment? Si c'était un voleur normal, pourquoi ne pas prendre le sac et de l'argent? J'ai dit, bien sûr, c'est ce que moi je me suis dit. L'argent est là. Vous voyez, c'est visible même. Je ne l'ai même pas caché. Mais comment se fait-il qu'ils prennent seulement le téléphone, qu'ils me laissent le sac et l'argent? Et les sacs des autres, leurs téléphones, il y avait même des téléphones qui étaient branchés là. Les gens étaient en train de charger leur téléphone. Ils n'ont pas touché à ça. Ils ont trouvé ça bizarre. C'est alors qu'ils appellent la maman pasteur et que voilà, la sœur est victime de vol. Et c'est que nous remarquons de suspect et qu'elle avait un sac, il y avait l'argent. Ils ont pris, le voleur n'a pris que le téléphone, il est parti avec. La maman s'est dépêchée, elle est arrivée à l'église, elle m'a posé la question. Moi, j'ai dit, c'est comme on vous a raconté, même moi aussi, ça me dépasse. Elle a souri. Elle m'a dit, ça, c'est une délivrance, tu dois bénir Dieu. Et elle me donne à son tour un autre téléphone. Moi, je dis, je voudrais utiliser toujours ma SIM là, le numéro là, parce que j'ai des contacts, j'ai des projets, des rendez-vous, des choses vraiment que je dois faire. Les numéros là doivent être opérationnels au plus vite. J'avais de marché de sortie, je devrais sortir, je devais aller en Israël. J'avais pris contact avec un pasteur qui m'a invité. Il m'a invité verbalement. Il m'a dit qu'il enverra les documents, la lettre d'invitation pour que j'aille prester dans son église en Israël. Il y avait aussi d'autres projets, il y avait d'autres histoires que je devais faire avec les gens. Alors je suis allée au shop de l'entreprise des télécommunications que j'étais leur abonné quoi. Voilà, je suis allée là-bas, je suis entrée, je leur ai dit non, je veux une SIM blanche parce que j'ai perdu la première. Ils m'ont dit donne ton numéro, j'ai cité les numéros, ils ont écrit quelque part. Or, l'agent l'a regardé, me dit madame, c'est vraiment votre numéro? Vous ne l'avez pas oublié? Moi je dis non, je n'ai pas oublié, c'est mon numéro. Ils m'ont dit, mais comment est-ce possible? Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais nous n'avons pas cette série, nous n'avons pas encore atteint cette série. Moi, j'ai dit, comment ça? C'est quoi les histoires des séries là? Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire par là. Il a dit, non, madame, avec ces numéros, vous receviez nos SMS, nos textos? Moi, je dis, oui. Est-ce que tu avais des unités à l'intérieur? Moi, je dis, oui, j'en avais 10. Il a vérifié, il a trouvé aussi qu'il y a 10 unités dans la SIM, dans ces numéros. Il a dit, c'est pas possible. Et il a appelé à la direction générale. Il a dit, non, je comprends pas, il y a une fille qui est venue chercher une SIM blanche avec un numéro là qui nous dépasse parce que nous n'avons pas encore atteint cette série. Parce que la série correspond au nombre des abonnés qu'ils ont. Cependant, moi, j'étais déjà au-delà des abonnés qu'eux n'ont pas. Il a dit, c'est pas possible. Envoyez le numéro, ils ont envoyé là-bas, ils ont checké, ils ont regardé, non, c'est pas possible. Ils m'ont dit, l'agent me dit, retourne à la maison, tu viens après, tu viens le jour suivant. En attendant, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire parce que ton numéro là nous dépasse tous vraiment. Je vous dis, DMG, tout le monde était stupéfait, ils appelaient d'autres personnes, ils venaient là, et puis, bon, c'est ça. Je suis sortie là. Je suis rentrée le jour suivant, je reviens. Et l'agent appelle à la direction générale et dit, la fille à la SIM mystérieuse est venue. Moi, je dis, comment? Tu m'appelles la fille à la SIM mystérieuse? Il me dit, mais oui, parce que ta SIM là est mystérieuse. Oh, comment ça mystérieuse? Et à la direction générale, on leur a dit, il a appelé à cet agent qui était devant moi, ils lui ont dit, envoyez-nous cette fille-là, nous voulons la voir. C'est comme ça qu'ils sont venus me chercher, je suis allée à la direction générale. J'étais là dans la salle d'attente, j'attendais et le blanc là est sorti, il a dit, où est la fille à la SIM mystérieuse?
Après, je dis, ah bon, c'est comme ça que vous m'appelez? Mais moi, je n'ai pas une SIM mystérieuse. Je vous ai dit que j'avais des unités. Je me rechargeais et je recevais vos textos, vos SMS. Mais comment ça, vous m'appelez la fille à la SIM mystérieuse? Et il m'appelle dans son bureau et me dit, tu vois, il a commencé à me montrer des documents, des histoires là que je ne comprenais même pas. C'est que j'avais seulement compris simplement, c'était que la série correspond au nombre des abonnés. Donc, par exemple, si DMG, tu as une entreprise, tu as par exemple 50 personnes, 50 abonnés. Mais moi, je vous apporte une SIM d'une, je ne sais pas moi, d'un 80e abonné. C'était dans ce sens-là. Alors, ils n'en revenaient pas. Nous, nous avons nous avons tel nombre de séries et toi, tu es plus que ce que nous avons. C'est pas normal. Il me dit non, tu n'as pas à reprendre ces mêmes numéros et puis nous n'avons pas le droit de les faire parce que nous, là, toi, tu communiques sur notre réseau. Cependant, ce n'est pas nous qui te contrôlons. Là, c'est compliqué. C'est une SIM mystérieuse. Lorsqu'on te dit que c'est une SIM, il me demande comment tu as eu cette SIM. Je lui ai raconté, voilà, c'est ma tante, ainsi de suite. Il a secoué la tête, il m'a dit, regarde, c'est une SIM mystérieuse. Nous t'offrons une autre SIM avec beaucoup de forfaits. Et tout ça, bon, ça m'a arrangé, ils m'ont convaincu parce que je n'avais plus de choix. Parce que moi aussi, là, ça a commencé à me faire peur. Hein. J'avais vraiment très peur. Et puis, sachant surtout que ça venait d'une personne qui venait du village. Et une tante qui était là à la maison, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ont raison. Et que je devrais arrêter avec cette SIM. Et c'est comme ça que j'ai accepté la nouvelle SIM. Je suis rentrée, je cherchais le pasteur, la maman pasteur, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle a dit oui, c'est à partir de cette SIM-là qu'on t'est contrôlé. Et effectivement, DMG, j'avais compris que depuis que j'avais cette SIM-là, les histoires étaient vraiment compliquées pour moi. Tous les contacts, tout ce que je pouvais faire, les projets étaient tombés à l'eau. Et tout avait changé. Même si quelqu'un m'appelle, on s'est fixe, ainsi de suite, vous verrez qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura plus de suite favorable. Alors, je me posais des questions. J'avais compris que, donc, quand je me suis fait contrôler par le monde des ténèbres, cette fois-là, pas par le lien du sang, pas par ce que nous pensons tous, mais c'était par une SIM, une carte SIM dans les téléphones. Et on me contrôlait partout. Je pouvais parler avec mes relations, mes contacts, on pouvait parler, mais tout arrivé dans le tout était contrôlé dans le monde des ténèbres. Il pouvait savoir que voilà, cette fille est proche d'une bénédiction, voilà, cette fille pouvait faire ça et ça. Et je suis sûre que la plupart de nous, la plupart des personnes sont ignorants de cela. C'est comme je reviens encore pour dire, la technologie a évolué dans le monde palpable, sachant que dans les mondes spirituels aussi, tout a évolué. Qui peut comprendre cela? Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans ce sens-là. Il ne sait pas que son téléphone-là qu'il a est contrôlé. Si dans le monde palpable, il y a les options-là d'itinérance pour te retrouver, et ainsi de suite, tout le monde sait. Ce que le monde des ténèbres peut aussi faire ça, parce que moi, j'ai eu une SIM qui venait du monde des ténèbres. J'étais contrôlée, tout était bloqué dans ma vie, rien ne pouvait avancer. Ça peut être le cas de la plupart de ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Faisons attention avec les contacts, même le téléphone, même nos SIM, même nos, je sais pas moi quoi. Et le diable peut toujours s'éclipser dans ta vie d'une certaine manière pour te détruire. Voilà un peu mon expérience. Voilà, en tout cas, de bonnes choses à vous. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 7e histoire. Bonsoir DMG et bonsoir la communauté. J'ai eu à intervenir aujourd'hui dans ton live sur TikTok. Je suis monté, j'ai essayé d'expliquer comment dirais-je, mon histoire, mais je n'arrivais pas à expliquer nettement. Donc d'autres ont trouvé que
c'était vague, c'était comme ceci, c'était comme cela. Donc, je suis venu sur WhatsApp essayer avec mon calme. Vraiment, ce n'est pas facile d'expliquer son histoire en direct. Ce n'est pas du tout facile. En tout cas pour moi, je n'arrivais pas à parler normalement. Parce que vous voyez, je tremblais tellement que je sais que je sautais des parties et il y a des parties aussi qui ne concordaient pas. Donc bref, mon histoire se déroule en 2020, plus précisément en Côte d'Ivoire. J'étais étudiant à l'époque. J'étais étudiant dans la ville de Daloa. Je vivais chez mon grand frère. Donc du coup, lui n'était pas là. J'étais dans sa maison baillée. Lui n'était pas là. Donc il y avait plusieurs amis qui venaient me rendre visite. On avait prévu que la fête de décembre, on ira la faire chez moi à la maison. Donc on avait déjà préparé tout. Je notifie aussi que à l'époque, je fumais beaucoup la drogue. Je notifie que je fumais beaucoup la drogue, mais je ne consommais pas d'alcool. C'est la drogue simplement. Je ne peux pas cacher ce que j'ai fait. Du moment que j'ai laissé ma vie d'avant, je rends gloire au Seigneur. Donc du coup, raconter, ça ne me dit rien. Donc je fumais beaucoup la drogue. Donc mes amis sont arrivés, on a acheté la boisson, on consommait, on buvait. Donc il y avait un parmi mes amis qui savait que je me mettais ton. Ça, c'est un langage ivoirien. Je fumais la chambre. Ça, c'est pour les Gabonais. Bon, le reste, le Cameroun, je sais pas. Donc lui, il m'a demandé de le faire fumer aussi. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Allons dans le jardin derrière. On est arrivé, j'ai roulé le joint. On a commencé à taffer, tirer. Et il a eu à tirer. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou soit ça faisait partie du plan. Il s'est laissé tomber. Genre, il s'est laissé tomber du moins. Donc du coup, avec un bon réflexe, je l'ai attrapé. Tombé sur sa tête, je l'ai attrapé. Il a dit, mais qu'est-ce que toi tu me fais là? Si c'est ça, c'est bon, donne-moi. Il a été. Il me dit, non, moi il vient de lui sauver la vie. Il a dit, toi tu es là bardé ou bien? Il me dit, non, moi je lui ai sauvé la vie, que c'est dans cette même situation, circonstance que son papa est décédé. Parce que son papa, lui, c'était un alcoolique. Il se promenait partout pour boire. Donc, un jour, il est tombé sur un gros caillou. Il a eu à fracasser sa tête, il est mort. Donc, du coup, il m'a expliqué tout ça. Il m'a dit, ah, toi, tu es mon frère, tu es mon ami. Le soir, cette nuit-là, je vais te donner quelque chose. Bon, du coup, je n'ai pas prêté attention. Il me dit que, bon, il est arrivé loin, il est stone. Donc, du coup, il faisait sortir des paroles. On va s'asseoir. Le gars en question, mon ami en question, qui en est parti, qui dit qu'il va me donner quelque chose, il tombe. On le met sur une chaise, il tombe. On le met sur une chaise, il tombe. On le met sur une chaise, il tombe. Ah, moi, je lui ai proposé, allons, tu vas dormir dans ma chambre. Il dit non, que lui ne peut pas dormir, c'est que lui doit rentrer forcément à la maison. Il doit forcément rentrer à la maison cette nuit. Moi, je dis, chez toi est loin. Comme vu que tu habites loin, reste dormir chez moi. Il me dit non, que lui doit rentrer à la maison. Je dis ok. Donc, j'ai demandé à l'un de mes amis encore de nous raccompagner. C'est comme si on était trois. Donc, sur la route, il dandinait. Excusez-moi, l'histoire est un peu longue. Donc, il a commencé à dandiner sur la route, il dandinait sur la route. Parce que c'est comme si c'est 700 mètres ou bien 600 mètres pour aller vers chez lui. Sur cette route-là, il n'y a que des lampadaires, de la lumière. Maintenant, arrivé dans lui, sa zone, c'est le noir. Parce que dans eux, les secteurs, il n'y a pas de courant. Donc, arrivé dans le noir, il nous demande de le laisser, que lui va marcher.
On dit, ah, ok, pas de souci. Là, dans le noir, il a fait sortir, il a mis sa main derrière, il a mis dans sa poche, il a fait sortir une grosse bague noire. Il dit, nous, on n'a jamais vu le mystique. Aujourd'hui, là, nous, on voit le mystique. Donc, du coup, nous, on pensait qu'il bardait les têtes sous lui. Le gars marche, il veut tomber. Genre, il s'apprête à tomber. Il tient sur un pied, il te dit, il se redresse, lui seul. Il dit, moi-même, il a commencé à avoir peur. Ça, là, ça, c'est pas quelque chose de net. Donc, du coup, il y a mon ami qui est parti qui nous a accompagnés. Là. Il me parle dans une autre langue, parce qu'on a du même ethnie. Il me dit, Assoroi. Et oh, ça veut dire quoi? Tu as peur de lui. Allons le jeter là-bas en venir. Donc, du coup, lui, il a attendu ça. Il dit, ok. À chaque fois que lui va répéter, il va répéter et nous on répète aussi après. Donc mon ami de devant dit, oh ça il est saoulé, encore dit ce qu'il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, en marche, il parle dans sa langue. C'est un Yakuba, il parle dans sa langue. Et nous aussi on répond et nous aussi on répond et Donc, arrivé à non de chez lui, il me dit, lui il était à moi, mon niveau, mon ami était devant. Il me dit, celui qui est derrière moi là, qu'il réponde aussi. Immédiatement là, mes yeux sont ouverts. J'ai vu comment le gars s'était transformé. Un gros oiseau noir. On a commencé à marcher, il disait même chose. Et on répondait. Puis arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui est quitté en haut qui est venu le taper. Donc il a battu ses ailes. S'il avait des grandes ailes, il a battu ses ailes. Et on est arrivé chez lui. Quand on est arrivé chez lui, bon, il me dit que peut-être c'est la drogue ou bien il ne sait pas. On est arrivé chez lui, il m'a demandé de le déchausser. Je rappelle que ces chaussures-là, il n'avait pas fait de nœud. Il avait attaché ça littéralement dur. Donc du coup, je m'appelle, j'essaie, je n'arrive pas. Et le voilà qui met son front sur mon dos. Je ne vous dis pas, le front était tellement chaud. Plus chaud que le feu, ça me brûlait. Et je tourne ma tête, je vois que ses yeux brillent et il commence à sourire. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a aidé dans cette situation. J'ai tiré les chaussures. Les chaussures sont quittées comme si on n'avait pas attaché de lacets. Là maintenant, c'est comme si ma deuxième vision, c'est comme si le gars avait planté ses pieds dans le sol. Il n'avait plus de pieds, c'était planté dans le sol. Il me demande mon briquet. Il dit briquet, c'est pour quoi faire? Il me demande mon briquet. Donc, il dit d'allumer mon briquet. Quand j'ai allumé mon briquet, ça s'est pété littéralement. Oh! Il y a une bague que ma maman m'a remise pour faire les petites prières. C'est un petit dizainier. C'est comme un chapelet. C'est comme un mini chapelet en bague. Donc je porte ça à n'importe où je vais, où je sens que c'est un peu bizarre, quand il fait nuit. Bon, c'est comme si la bague là même, là, cette bague là même, j'étais obligé de l'enlever. Parce que cette bague là me donnait du courage. On peut dire dans tel coin, quand je prends la bague là, je m'en vais. C'est comme si j'ai l'assurance, vous voyez non? J'ai cette assurance, même si on me dit à tel sorcier, c'est comme si je n'avais plus ma foi. Il y a ma mère spirituelle là qui m'a dit que c'est comme s'il y avait mis un esprit dans cette bague là. C'est comme s'il adorait cette bague là. Voilà pourquoi cette bague là me donnait cette assurité là. Quand on est arrivé, il me dit, il a pu lui mettre son briquet dans sa poche. Il a fait sortir beaucoup de bagues. Il me dit de choisir une bague. Bon, le même ami qui a proposé de nous accompagner aussi me dit, il faut prendre, il est saoulé, il faut faire vite en partie. Il me demande d'enlever le dizainier. Il dit, le dizainier à quoi avoir tabac? Il dit, il t'a enlève le dizainier. Il enlève le dizainier, je remets à l'autre ami. Lui, il allume son briquet. Je mets la bague sur mon doigt. Je vous rappelle que lui, il est dans la zone où il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de
d'arbres. Donc du coup, le vent circule beaucoup là-bas. Il allume son briquet. La flamme du briquet même là n'est pas normale. Et quand le vent arrive aussi dans sa zone, les flammes là tombent et pas fini. C'est pas comme s'il va réallumer. Les flammes là, ça se redresse encore. Donc pour moi, tout ça là, bon, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, il me demande de mettre mon doigt qui porte la bague là sur le feu. Donc j'ai mis la bague, j'ai mis ça sur le feu. En temps normal, un fer qui est en contact avec avec le feu qui est sur ton doigt, en temps normal, ça devait te brûler. Ça ne me brûlait pas. Et il y a une voix intérieure qui me disait, ce qu'il est là fait là, c'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, arrête. Donc, du coup, en même temps là, j'ai comme ça ressenti le feu sur mon doigt. Donc, du coup, j'ai fait H. Là, sur le champ, de la manière que ses pieds étaient plantés dans le sol spirituellement, que moi j'arrivais à voir là. Il est resté raide comme ça. C'est pas comme si il a pu mettre sa main au sol. Il est quitté là, droit, taper le sol. Sa tête a fracassé le sol, je vous dis. Sa tête a fracassé le sol. Je le touche, je pensais qu'il était mort. Sa tête a fracassé le sol. Je n'arrive pas à... C'est comme si une voiture même est venue le cogner même sur le chat. Sur le chat. Donc du coup, je me propose, je vais voir sa main. Je vais voir sa main. Je dis à sa main, ah, votre fils est couché, il est étendu dans sa chambre là-bas, il n'arrive plus à bouger. Venez le voir, moi il ne sait pas ce qui se passe. L'autre ami en question me dit que lui ça va, lui n'a plus le temps pour ça. Lui ça va, lui veut partir. Lui doit partir, encore partir, encore le laisser. Il a dit non, maintenant accompagner quelqu'un qui est saoulé. Voilà qui tombe. Ses parents m'ont dit quoi, il était avec nous, ses parents m'ont dit quoi. Donc, je suis parti voir ça m'a dit non, laisse-le. C'est comme ça il est. Quand il est saoulé, c'est comme ça il fait. Son frère aussi pareil, c'est comme ça il est. Quand il est saoulé, c'est comme ça il est. Ok. Donc quand il quitte là, il va encore vers sa chambre. Je vois le gars qui s'est déjà levé. Il s'est transformé en chien. Ça, tout ça, c'est spirituellement. Moi, j'arrivais à le voir. Il s'est transformé en chien. Il commençait à parler des paroles. Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'ai pas eu peur aussi. L'esprit, je ne sais pas ce que l'esprit me dit. Déjà, enlève la bague sur ton doigt. Lapide-le avec. Quand je l'ai lapidé, il a commencé à hurler. Même ses parents à côté, c'est qu'ils sont entendus. Tu vois, c'est qu'ils ont entendu. Il a commencé à hurler. Mais dans le noir aussi, l'esprit me dit, prie. Donc je commence à prier, je marche, je prie. Mais dans le noir, là, j'arrivais à voir tous ceux qui survolaient au-dessus de nous. Il y avait des gros oiseaux qui survolaient. Il y a d'autres qui s'arrêtaient sur des arbres avec des yeux rouges, qui lançaient des choses. Bon, pour moi, je ne sais pas s'ils lançaient, mais je marchais, je voyais ces créatures étranges là. J'arrivais à marcher. Mon ami qui est parti nous accompagner me dit, toi tu es devenu pasteur maintenant. Je ne le causais pas. Arrivé dans la lumière, dans notre secteur, arrivé dans la lumière, j'ai commencé à expliquer la situation, comment c'est transformé. Il dit non, faut laisser ça là, vous êtes avancé, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme ça. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Remets-moi mon discernier. Quand il m'a remis mon discernier, il a porté mon discernier, je me suis senti un peu à l'aise. Arrivé à la maison, j'ai demandé aux autres là, ah, s'il veut continuer, moi je vais me coucher. Qu'il ferme la porte s'ils finissent. Donc je suis parti me coucher. Je vais me coucher et dans mon rêve, je vois le même gars qui vient, un chien même, le chien que j'avais vu dans sa chambre là-bas, qui vient. Il veut me poursuivre. Genre, je sais arrêter. Et puis, il fonce sur moi. Je lui dis, arrête-toi. Tu ne viens pas à cause de moi. On ne fait pas partie de la même famille. Est-ce que tu m'as demandé la permission avant de me mettre dans ce que toi tu veux me mettre? Tu ne m'as pas demandé la permission. Donc retourne-toi. Il a mis sa queue entre ses jambes, il s'est retourné.
Bon, l'autre ami qui est parti nous accompagner aussi dit qu'il a fait ce même rêve. Ok. Donc j'attendais le lendemain pour qu'il vienne, pour qu'il s'explique. Il a fait une semaine, et les une semaine, moi, je suis tombé sur lui-même. Quand je suis tombé sur lui, je suis arrivé chez lui, je le vois, il baisse sa tête est baissée. Il dit, mais c'est comment? On se salue, il a honte même de me saluer même. Il a honte de me saluer. Il dit, mais c'est comment? La voix me dit, ah, pose-lui, mais ce qu'il était à faire la dernière fois, c'était quoi? Il dit, non, je voulais te montrer ce que les autres n'arrivent pas à voir. C'est comme tu me plais, tu es bon, je voulais te montrer ce que les autres n'arrivent pas à voir dans le monde spirituel. Il lui a dit, moi, ce genre de choses-là, j'ai déjà dit à Dieu, ce genre de choses-là, je ne veux même pas me mêler de ça. Toi, tu vois dans toi ton monde spirituel, ça n'engage que toi et ta famille. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je ne veux pas voir dans le monde spirituel. Ce qui est là même déjà, même là, la méchanceté de l'homme même me suffit déjà. La méchanceté de l'homme déjà me suffit. Donc du coup là, ça, il n'a pas besoin de ça. Je dis, ok. Donc, un mois après, il avait des porcs. Il décide de tuer un porc. Et il invite tous les jeunes du quartier. Bon, pratiquement ceux qui étaient là, au moins 7, 8 comme ça, notre groupe là. Il a invité les invités qu'il a tués pour venir manger. Donc il y avait l'un de mes amis qu'on marchait beaucoup ensemble. C'est lui-même qui est venu me dire, il a dit, ne va pas, s'il te plaît. Moi, c'est ce que moi j'ai vécu là-bas. Il va partir que c'est un sorcier. Il sait qu'il va en profiter pour initier tout le monde. Ne va pas. Il a demandé pardon. Donc, il a détourné son chemin. Il a invité à quelque part. Il a appelé une fille là. Il a détourné son chemin. Comme lui aussi, il aime les femmes. Il a appelé une fille. Il est venu à la cause. Quand il voit une femme comme ça, il a incité. Donc, il n'est pas parti. Et ça a coïncidé aussi. Ça a coïncidé que... Oh, merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas la question. Ces jeunes qui sont partis là, après, les vies ont commencé à changer. C'est-à-dire des garçons bien... Bon, quelqu'un va s'asseoir dans un bistrot, un coin chez nous, on appelle ça gbelé. Les poissons frais, la thé. Chez les Béninois là aussi, c'est ça, non, si je ne me trompe pas. Ils sont assis dans les coins, les gars viennent, les jolis garçons, des bons types. Tu sais que même là, lui-même, sa vie est gâchée. Il y a eu un d'entre eux-mêmes qui a eu à tuer son frère. Moi, j'ai dit à mon pote, en question qui déjà parti, que c'est lui qui a tué son frère. C'est-à-dire, un bon matin, on se lève, on voit le bras de son frère enflé. Et il a dit à mon ami là que faut suivre. Lui, il va moyen son petit frère. Il dit, comment moi, c'est ça? Ça n'a pas duré, son petit frère est mort. Donc, du coup, là, tous ceux qui sont partis là-bas, il les a ciblés. Donc c'est comme si eux tous maintenant savaient que je savais que c'était une telle chose qui était arrivée. Donc, celui-là vient un matin. Ah, tu vois ce chien qui est au carrefour là-bas, non? C'est pas un chien, ça, c'est une vieille qui est là. Mais si tu avais les yeux comme moi, tu allais voir. Si tu avais tel yeux, tu allais voir. Si tu avais tel yeux, tu allais voir. Il dit, il n'a pas besoin de ton œil là pour voir. Il n'a pas besoin de ton œil pour voir. Ce que Dieu me permet de voir, je vais voir. C'est pas ce que vous voulez que je voie, je vais voir. Jamais. Il n'a pas besoin de ça. Moi, avec Dieu, là, en ce quand c'est dit. Moi, il a demandé à Dieu, il avait fait une prière de ne pas laisser Dieu, de ne pas laisser mes ennemis m'embarquer dans ces genres de situations, sortir en vampire. Parce qu'il n'y a pas ce cœur-là. Il ne peut pas avoir ce cœur-là, ôter la vie d'une personne, ou soit de gâter la vie d'une personne. Il y avait une devise au quartier, parce que dans notre quartier, là, c'était réputé pour ça, que la sorcellerie. Il disait toujours aux gens que tu es un sorcier, il n'aime pas les problèmes des sorcières. Mais si tu ne vois que tu ne peux pas m'arranger là, il ne faut pas me déranger. Parce qu'il ne t'a rien fait. Tu as fait ta sorcellerie, c'est pas qu'il t'a mis dedans. Vous deux, gâtez vous-même vos vies là-bas, laissez-moi en dehors de tout ça. C'était comme ça qu'on marchait. Donc du coup, ils ont commencé à m'attaquer spirituellement. Mon école a été saccagée. Je peux me lever un matin, je me lave. J'essaie de faire court. Je me lave un matin, je m'habille. Quand je traverse la porte de la chambre net, en même temps, il y a un sommeil qui me prend, la fatigue. Donc, c'était que
L'école même là, c'était ma deuxième année de BTS même, elle était saccagée. Je n'arrivais plus à partir de l'école. Je dors, mon esprit est lourd, je n'arrive plus à me lever. Et quand je sors, quand il me voit, il dit, ah, tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui. Je te dis que l'école là, c'est pas bon pour toi. Faut laisser l'école là, c'est pas bon pour toi. Toi, c'est Amérique, tu vas partir fumer drogue là-bas. Et puis j'ai riais à chaque fois. À chaque fois. Donc il y a une maman qui est venue, c'est elle qui m'a ouvert les yeux. Il rend gloire au Seigneur, quoi. Il rend gloire. C'est-à-dire, s'il n'avait pas un plan pour moi, là, aujourd'hui, là, peut-être, où je vous parle, là, je sortais en vampire aussi. Mais c'est parce qu'il avait un plan pour moi qu'il n'a pas permis à ce que je sorte en vampire aussi. Il a un bon plan pour moi. Un sorcier, quand le sorcier t'initie, veut t'initier, quand le sorcier veut t'initier, c'est pour gâcher ta vie, c'est pour gâcher ton étoile, salir ton étoile. Au fait, c'est ce qu'il a vu de grand en toi là. Parce qu'on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est parce que l'arbre là porte des fruits qu'on lapide l'arbre. C'était un peu mon histoire que j'ai vécue. Mais j'ai fait court, je n'ai pas voulu expliquer le reste. Mais prochainement, je sais que je vais venir avec. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va passer à la 8e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir à toute la communauté DMG. L'histoire que je m'en vais raconter ce soir, c'est l'histoire de deux amis. Les deux amis se sont connus à l'étranger. Voilà, ils sont en Europe, donc on appellera les Mengistes. L'autre Mengiste, c'est un Camerounais. L'autre, c'est un Congolais. Ils sont amis là-bas, en Bengue, là-bas, là, ils sont vraiment des amis. Le Congolais, ça lui fait des années qu'il n'a plus mis pied chez lui dans son pays. Donc, depuis qu'il était parti en Europe, il n'est plus jamais revenu dans son pays. Il est le fils unique à son père et à sa mère. Ses deux parents, il n'y a que la maman qui vivait. Le papa était déjà décédé, il est décédé là très longtemps. Donc, il n'y avait que sa maman qui était là. Et sa maman habitait dans un petit village au Congo. Bon, sa maman lui disait à chaque fois, mon fils, je vieillis, le temps passe, les années passent, j'aimerais te revoir avant peut-être de quitter la terre. Voilà les choses que nos mamans ont l'habitude de nous dire, les parents. Lorsqu'il y a déjà l'absence et tout, la tante qui est là, voilà. Donc, elle avait souvent l'habitude de dire ça à son fils, que non, il faut penser aussi à revenir un peu au pays, rendre visite à ta maman, venir me voir. C'est comme ça, cette année-là, le fils décida de rentrer au pays pour rendre visite à sa famille, principalement à sa mère, parce qu'elle avait beaucoup fait dans sa vie, dans la vie de son fils. Donc, le fils trouvait que bon, c'était tout à fait légitime pour sa maman de se plaindre. C'est comme ça elle annonça le voyage à son ami le Camerounais. Bon, le Camerounais lui dit, bon, moi, ça ne me dérangerait pas de t'accompagner. Ça me ferait une visite, ça me ferait une découverte de ce beau pays-là parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre le Congo. Le Congo, ils sont tellement serviables, aimables et tout. Déjà, toi-même, tu me demandes ça du jour au jour que non, tu es un ami, je peux compter sur toi. Donc, ça me ferait un plaisir de pouvoir visiter ton beau pays. Ça ne me dérange pas. Donc, je pourrais t'accompagner. Comme ça serait pendant nos vacances, je pourrais partir avec toi, ça ne me dérange pas. Mais entre-temps, tu sais, retourner au bled, ça demande toujours beaucoup de prudence. On doit se concentrer dans la prière parce que son ami camerounais priait beaucoup. C'est comme ça, ils se sont mis dans les prières. Son ami était concentré dans les prières. Bien que lui, le Congolais, il ne se donnait pas assez, mais le Camerounais, il s'était mis dedans dans la prière pour bien voir si le chemin qu'on va prendre là, il y a du bon dedans. C'est comme ça, il organise un jeûne de 3 jours pour que Dieu lui révèle si c'est bon ou pas. Au 3e jour de son jeûne, il fait un rêve et dans le rêve, on lui montre le village, là ils vont se rendre. On lui montre le village, on lui montre un scénario qui devrait se passer
quand il se rend sur place. C'est comme ça, il se lève, il dit à son ami, voilà, Dieu m'a emmené dans ton village. L'ami lui a dit, ah, Dieu t'a emmené dans mon village. Comme il a dit, Dieu m'a emmené dans ton village, j'étais dans ton village. Il a dit, vous les gens qui priez là, hein. Donc comme tu étais dans mon village là-bas, Dieu révèle quoi? Il a dit, ah, beaucoup de prudence. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton village. Au fait, le problème c'était quoi? Cette maman-là, elle était dans une tontine de la sorcellerie. Dans cette tontine-là, c'était son tour de sacrifier son fils unique. Donc, c'était son tour. Donc, toute cette pression qu'elle mettait sur son fils, non, faut venir, c'était juste des plans qu'elle avait déjà planifiés avec ses amis sorciers là-bas au village pour pouvoir bouffer son propre fils. C'est comme ça, le gars lui dit, beaucoup de prudence. Il y a une scène qui va se passer une fois qu'on serait là-bas. Mais toi, tu ne devrais pas intervenir dans... Peu importe la situation, tu devrais juste avoir tes yeux pour regarder. Tu m'as compris, oui. Il lui a dit encore, à l'entrée de ton village, il y a un grand arbre. Il a dit oui. Il a dit voilà, c'est pour te dire que Dieu m'a parlé. Donc ne me dis pas que non. L'ami a dit, bon d'accord, j'ai compris. Comme tu seras avec moi, ça me rassure. Le jour J, ils ont apprêté leur voyage. Voilà, ils sont arrivés au village. Boum. À l'entrée du village, il y avait un grand arbre. De la même façon qu'il avait vu dans sa vision, il voit le même arbre. Il dit à son ami, le Congolais, tu as vu, c'est pour te dire que j'étais dans ton village. Dieu m'a emmené ici. J'ai déjà vu ici, donc il n'y a rien qui ne me ferait. Arrivé, on leur accueillit, l'arrivée des Mbengis dans les villages, tu vois, et on a organisé toute une fête, toute la nuit et tout, on leur accueillit, il y avait à manger, il y avait à boire, voilà, il y avait du tout. Ils se sont partis dormir, le lendemain matin, ils se sont levés, la maman avait déjà tout apprêté, chez nous on appelle ça communément les mbongi. Voilà, les paillotes là qu'on met dans chaque maison, dans des villages, il y a des petites paillotes là où les hommes s'asseyent souvent pour manger, pour boire. Voilà, chez nous on appelle ça les mbongi. Donc comme ce sont des mbengis, tout le monde les prend en considération, donc il y a une façon de leur traiter là qui, voilà. Donc le matin, il y avait déjà, tout était déjà apprêté, il y avait des nourritures. Donc chacun venait déposer les nourritures. Ils se sont assis là, ils sont en train de manger les deux, au mbongi là-bas, ils sont en train de causer. C'est comme ça, la maman, elle était en train d'étaler les arachides. Pour ceux qui savent comment ça se passe au village, pendant la période des arachides, on sèche les arachides dehors. Donc la maman, elle était en train de sécher les arachides dehors. Les enfants, son fils et son ami camerounais, ils étaient assis au mbongi en train d'observer la maman qui travaillait. C'est comme ça, il y a un vieux papa qui quitte de l'autre côté de la rue est venu rentrer directement dans la parcelle, commencer à menacer cette maman-là. Commencer à la menacer directement, le monsieur est tombé sur lui. Le fils voulait se lever, son ami lui a retenu, son ami lui a dit, on doit observer la scène, tu ne bouges pas d'ici. Une autre personne peut aller séparer la bagarre, mais toi tu ne bouges pas de là. La maman commence à crier là-bas, mon fils vient me sauver, oh, on veut me tuer, oh. Le papa là est accroché sur la dame, le papa là est sur la dame, la bagarre. Le Camerounais ne bouge pas, le Congolais ne bouge pas. Personne ni aux alentours ne vient séparer. Son ami lui dit, tu observes, c'est juste une mise en scène mon frère. Si tu bouges de là, je rentrerai chez moi. Je vais rentrer à la maison, toi tu vas rester ici. Ne fais même pas l'erreur. Tout ce que tu vois là, j'avais déjà vu ça. C'est juste une mise en scène. Tout est déjà planifié. La bagarre avait tellement... Franchement, c'était chaud. L'homme, le papa là, bagarrait avec la femme, la maman là. C'est comme si il s'était en train de bagarrer avec un homme. À un moment donné, là-bas, on entend seulement oh, tu m'as tué, je suis morte, je suis finie. C'est la maman qui tombe. Arrête, elle est morte. Les gens accourent, viennent à vérifier comme ça. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on trouve que la maman, elle est déjà morte. Oh, c'est déjà fini. On remet, on secoue là-bas. C'est déjà fini, elle est déjà partie. On tabasse le papa, on attrape le vieux papa. Là, on commence à tabasser. C'est là où il avoue que non, c'était pas prévu comme ça. Il était question que je devrais normalement taper sur son fils.
pour que son fils soit sacrifié. C'était pas prévu comme ça. Il commençait à délirer, commençait à parler. Donc voilà un peu, c'est pour... Je voudrais juste attirer l'attention surtout aux menguistes, ceux qui vivent un peu à l'étranger, qui veulent revenir souvent, c'est de faire très très attention, de toujours chercher peut-être à consulter, à prier, à mettre ça entre les mains du Seigneur, parce que c'est pas facile de... Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Alors, bonsoir DMG, comment tu vas? Je vais raconter une histoire que j'ai vécue, pas qu'on m'a raconté, j'ai vécu. C'était dans les années 2007. Je vivais à Ndogbo. La maison était sous une colline. Pour ceux qui vont qui veulent se repérer, c'était dans Citadelle. Je vivais à Ndogbo, c'était sous une colline. Un soir, un jeudi, je suis sorti de la maison aux environs de 21h. J'allais chez un ami qui vivait au-dessus de la colline. Et tout juste en face de notre maison, il y avait une broussaille avec de grandes herbes, de grands sissongos. Et les grands sissongos étaient entourés des maisons. Ça veut dire, juste après les sissongos, il y avait des maisons tout le long de la colline lorsqu'on monte. Au moment où je sors dans 21h, je vois une petite fille de 9 ans, 10 ans. Elle était toute paniquée. Elle tapait les portillons et le portail des gens pour demander de l'aide. Bon, curieusement, je me rapproche d'elle. Il y avait quelques passants aussi au quartier qui se sont rapprochés d'elle. À peine peut-être 2 ou 3 personnes. On l'interpelle. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle nous fait comprendre qu'elle ne sait pas où elle se trouve, qu'elle veut rentrer chez elle. Il était 21h30. On lui dit, mais attends, comment ça? Comment est-ce que tu t'appelles? Elle ne connaît pas. D'où est-ce que tu viens? Elle ne connaît pas. Comment tu as fait pour te retrouver là? Elle ne connaît pas. On était tous donc étonnés. Les gens ne faisaient que s'ajouter. Finalement, on s'est retrouvés après à peine 5, 6, 7 personnes autour de cette petite fille. Elle nous a fait comprendre que le seul souvenir qu'elle avait, c'est qu'il vivait à Yaoundé. On lui demande, mais attends, tu vis à Yaoundé, comment tu te retrouves donc au milieu de nous, là à Douala? Bon, elle a dit qu'elle ne sait pas. On lui a dit, ok. Parmi les 7 personnes qui entouraient la fille, il y a un là qui l'a reconnu. Et il a dit, non, la fille, si je me souviens, elle vivait un peu plus haut. Donc après la colline au-dessus, la terre est plate et on peut marcher. Mais elle disait qu'elle vivait un peu plus loin. Il faut emprunter toute la colline pour aller jusque là. On a dit bon, ok. Dans ce cas donc, on a eu donc la brillante idée de se rapprocher des voisins de leur ancienne maison pour savoir si en effet on pourrait retrouver le contact d'un de ses parents, quoi. Histoire d'appeler et dire, comme vous voyez, voici, on avait telle fille, elle s'est donné votre contact, elle ne se souvient plus de rien, ainsi de suite. Au moment où on a engagé la montée, elle a subitement eu une envie d'uriner. On a dit, bon, vas-y, accroupis-toi, tu te mets à l'aise. Elle s'est accroupie, elle a fait près de 3 à 5 minutes, elle urinait. Au moment où on se retourne pour lui demander que, mais attends, t'as pas toujours fini? C'est là où elle se lève. Elle est en train de nous suivre pour prendre la colline avec nous. À peine avoir marqué 2 pas, elle dit qu'elle va encore uriner. Elle se baisse encore qu'elle se met à uriner. On dit, ah, ok. On était en train de mettre la pression. Il était à presque 22h, il était à 22h. On lui mettait la pression que, mais attends. Nous, on veut vite t'aider, alors, elle dit, ok. Elle se relève pour la 2e fois. Bizarrement, au moment où on est en train d'emprunter le chemin de la colline, genre en montant, elle rebrousse plutôt chemin. Elle se redirige plutôt vers notre maison. Quand elle se dirige vers notre maison, je vois, elle donne le dos à mon portail, mais elle regarde tout droit dans la broussaille. On lui demande, mais attends,
qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens, on monte et on se rapproche. Elle dit non, ça va, voici ma tante. Voilà l'expression qu'elle a tenue, voici ma tante. Au moment où on a entendu lui demander, mais comment ça ta tante? Viens, on part. On voit comment elle est en train d'entrer dans la broussaille. Rapidement, on avance et on dit que non, il faut qu'on la retienne. Mais on est arrivé très tard. On est arrivé tard. Elle était là dans la broussaille. Je vous dis la vérité. Je dis même, l'herbe ne bougeait pas. De l'extérieur de la broussaille, on ne voyait rien à l'intérieur. Il dit même l'herbe ne bougeait pas. On a tous pris peur. Chacun s'est dirigé chez lui. Comme la broussaille était directement en face de chez nous, j'ai même pas eu le courage de regarder derrière moi. J'ai couru, j'ai ouvert mon portail, j'ai fermé, je suis entré me coucher. Le lendemain, l'information était passée, tout le monde avait discuté, mais vraiment, c'est vrai que j'avais pas eu tellement peur, mais j'étais étonné. C'était ma toute première fois. Je savais pas à quoi j'avais affaire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va, que tout va bien dans votre vie en ce moment. Bon, je vais pas être long, je vais vous raconter une histoire d'un de mes voisins quand j'étais à l'Est Cameroun. J'étais encore sous les bancs à cette période-là. Bon, c'était un type du dehors quoi. Vous savez, les gens qui font beaucoup le dehors là, bref, c'était un rastaman, fumeur, bref, tu vois un peu le genre de personne qui est constamment dehors quoi. Donc il nous raconte qu'un jour, il était en boîte de nuit, il a rencontré une femme, une belle femme, selon ce qu'il a dit, c'était une très très belle femme. La femme était brune, bien brune, sans tache quoi. Ouf, le genre de femme quoi. Il a fait des avances, elle a accepté, ils se sont retrouvés quelques temps plus tard à être ensemble. Mais sauf que la femme avait ses conditions. C'est-à-dire, ils devaient seulement se voir à partir de 18h, 19h, vous savez, donc bref, en soirée quoi. Il devait se voir chez la dame seulement. Bon, lui il n'a pas trouvé d'inconvénient à la chose quoi. Donc, lui-même, puisque c'était à cette heure-là que lui, il avait l'habitude de sortir avec le travail en journée. Bref, c'était un peu comme ça. C'est comme ça alors qu'ils ont commencé leur relation. Entre-temps, il avait un ami. Vous savez, les amis du dehors. Bref. C'est-à-dire, vous êtes habitués quand une certaine heure, vous vous retrouvez. Excusez. Vous vous retrouvez pour vous amuser, pour passer du bon temps, quoi. C'est donc comme ça qu'en entamant la relation avec la jeune femme, il nous raconte que bref, elle restait hors de la ville. C'est-à-dire, tu quittes la ville, tu entres, il y a une petite brousse, bref, en forêt même. Tu entres, mais en fait, c'était comme si c'était une grande maison. C'est ce qu'il raconte, c'est que c'était une grande maison, bien belle. Grande maison, c'est-à-dire pas forcément le duplex, mais une belle maison, bien entretenue, tout était bien propre. Et la femme était toujours, c'est-à-dire, elle était tellement belle, selon ce qu'il racontait, que vraiment lui-même il n'arrivait pas à croire que pareille créature existe. C'est comme ça que, en entamant leur relation, il se retrouvait que chaque soir, selon ce qu'il nous racontait, que chaque soir, quand il partait chez la femme, il trouvait toujours la table graissée. Vous savez, imagine-toi, tu rentres du travail, bref, tu viens chez la femme à 18h, 19h, tu te retrouves que la table est toujours dressée. Et elle avait un truc, c'est qu'elle ne devait jamais se voir hors de sa maison à elle. Et si il se voit hors de sa maison, c'est quelque part, bref, c'est pas dans un endroit trop connu. Vous voyez un peu, non? Et chaque fois qu'il rentre, elle avait toujours préparé. Il dit qu'à un moment, il se demandait, mais la femme, si elle m'a dit qu'elle est occupée toute la journée, comment se fait-il qu'elle elle prépare, elle est toujours petit soin, et quand il arrive, bref, elle les gérait bien, quoi. Donc, elle le gérait bien. C'est comme ça alors que
Et il se voyait chaque jour, parce que, bref, il se passe chaque jour, presque chaque jour, mais il se voyait chaque temps, selon ce qu'il nous a raconté. C'est comme ça, alors qu'un jour, après peut-être 2 à 3 mois, les relations avec la dame, son ami avec qui il avait l'habitude de sortir se rend compte que comment se fait-il que le type cela n'est pas... Il ne veut plus sortir. C'est-à-dire, quand il décide de sortir, il va dire non, j'ai ma petite amie, on doit se voir, non, je ne suis pas libre, non. Prochainement n'arrivait jamais. Et la petite amie qui voulait encore la petite amie, mon voisin lui disait toujours, elle n'est pas prête, elle n'est pas encore assez prête à rencontrer, elle veut encore l'anonymat, etc. Non. Bon, il s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, mais seulement que ça devenait trop fréquent. Il a maintenant décidé un soir d'inviter mon voisin. En invitant mon voisin, il a invité les environs vers des choses de 15 heures. 15 heures comme ça, bon. Vous savez qu'à 15 heures, ils ne pourraient pas refuser. Non, en invitant à 15 heures, ils sont passés s'asseoir quelque part, ils ont bu. Pap, 18 heures, 18 heures. C'est comme ça que 18 heures sonne. Son ami s'élève, que non, lui, il a parti voir sa femme, pour sa petite amie. Mon voisin, non, que lui, il est amoureux. Qui doit aller voir sa petite amie. Il aimait la femme, et sinon, ce qu'il racontait. C'est comme ça que son ami dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand il prend, il s'est passé sur le taxi, la moto qu'il a pris, pas vous dire. Pendant ce temps, son ami par derrière le suivait. Donc, il a dit que lui aussi, aujourd'hui, il va connaître un peu la femme qui est toujours cachée, qu'on ne peut jamais la voir parce qu'elle est toujours occupée. C'est comme ça qu'il suit son ami. Il se rend compte qu'ils ne font que sortir de la ville. Bon, il suivait à bonne distance. C'est comme raconte qu'il se va à bonne distance. Il se rend compte que son ami ne fait que sortir de la ville. Et qu'ils entrent en bourse. Arrivé en bourse, au milieu, bof. En bourse, quoi, bof. Ils arrivent à un niveau, ils trouvent un portail, une belle maison, tout bien. Son ami ouvre, il entre. Lui aussi par derrière, il ouvre, il entre. Il se cache, non. Que bon, lui aussi va voir la femme aujourd'hui. Son ami entre dans la maison. Lui aussi, il entre dans la maison. Mais il était à bonne distance, c'est-à-dire il se cachait. C'est comme ça que mon voisin, c'est-à-dire c'est mon voisin qui entre et que son ami suit. Quand il le suit donc comme ça, il suit dans mon voisin, il se cache dans une autre pièce. Il ne sait pas si il s'est caché quelque part. Il voit maintenant la femme sortir. Donc la femme sort, la table de mon voisin était agressée, bien préparée. Okay. Et bon, mais où? La go avait déjà elle préparée. Le gars, il a commencé à manger, commencé à causer. Comme ça que l'ami de mon voisin en temps était caché. Il reconnaît la femme. Mais il voulait être sûr que c'était vraiment elle. Donc il reconnaissait la femme. Quand maintenant son ami, mon voisin finit de manger, son ami sort de sa cachette. On va donner un nom. Comme ça que son ami sort de la cachette, il appelle, on va donner un nom d'emprunt, on va dire peut-être Anna. Il dit Anna. La femme se tourne, il appelle encore Anna. Pap, les choses disparaissent. Mais voilà, la maison a disparu, mon voisin par terre. Tu vas commencer comment? Au bon milieu, et ça dit que tout a disparu. Le portail, les chaises, la femme, la maison, je ne sais pas comment. Si vous voyez un peu la chose, ils sont retrouvés en bourse dans la nuit. Tu commences comment? Et voilà qu'ils commencent à courir, sortir, indépendant, sortir de la bourse au milieu de nulle part. Le salle, il dit que l'endroit où ils sont venus, comme ils sont venus là, ce n'était pas trop dedans. C'était en bourse, mais ce n'était pas tellement. Mais ils se sont retrouvés dedans dans la forêt. Ils commencent à sortir, courir. Bref, Dieu a fait grâce et grâce, on sortit, non. Comme ça que son ami lui dit que, quelque temps après qu'elles sont assis pour causer, son ami lui dit que, quelque temps, la femme en question, c'était sa belle-sœur au village. Elle était une belle femme, mais elle n'était pas belle la qualité qu'il a vue là. C'est pour ça qu'il a pris du temps pour reconnaître la femme et qu'elle était déjà morte depuis quelques temps. Il ne sait pas exactement, mais elle était déjà morte, quoi. C'est pour ça que l'histoire s'est un peu terminée. Et le type là, c'est comme si ça n'a pas servi de leçon parce qu'après, lui même là, il a encore fait le dehors bien même. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez
et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà, ceux qui veulent aussi poser des questions, faites dans les commentaires. Ceux qui veulent envoyer par exemple un message à quelqu'un en particulier, peut-être ceux qui ont raconté les histoires phares là, il y a un message que vous tenez à leur dire, faites-le dans les commentaires, ou alors si c'est privé, dans le inbox aussi, pas de problème. Donc, on se reprend demain pour 10 histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.